bien. Écoutez, nous sommes ravis, je suis ravi au nom du GEPSO de vous accueillir ici au Sénat. Alors un petit discours d'introduction avant de lancer le programme de cette soirée. Alors, monsieur le défenseur des enfants, cher Éric, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, chères marraines, mesdames et messieurs les présidents de conseils départementaux, chers adhérents du GEPSO, au nom de l'association, je vous souhaite la bienvenue à ce colloque que nous avons l'honneur d'organiser ici au Sénat. Alors, s'il s'agit pour l'association de braquer les projecteurs sur la crise que vit la protection de l'enfance aujourd'hui, c'est avant tout pour mieux affirmer que ce secteur, ces professionnels, les anciens enfants confiés, forment le vœu que cet événement puisse faire naître des ambitions d'envergure nationale pour l'accompagnement des enfants protégés. Alors oui, les lois successives, les connaissances scientifiques sur les besoins fondamentaux de l'enfant ont permis de grands progrès ces dernières années, mais ce sur quoi le terrain veut mettre des mots aujourd'hui, c'est cette précarisation sans précédent qui touche les structures de protection de l'enfance et puis plus largement, je crois aussi, le service public qui gravite autour de l'enfant, leur cours massif à l'intérim, aux professionnels insuffisamment qualifiés en sont les symptômes les plus criants. Faut-il rappeler encore que plusieurs milliers de postes sont aujourd'hui vacants dans notre secteur. Le GEPSO, pour ce qui le concerne, est aujourd'hui la seule association nationale qui puisse dire qu'il fédère les établissements publics de protection de l'enfance, et même au-delà, avec une représentation de l'ensemble du secteur social et médico-social public. Alors à ce titre, il est important de rappeler que les enfants aux vulnérabilités multiples peuvent représenter 30, 40, 50% des enfants confiés à la protection de l'enfance. Nos actions sont entièrement tournées vers l'avenir du secteur, que ce soit à travers notre contribution aux travaux du CNPE, les assises nationales des établissements de protection de l'enfance, ou encore nos publications. Parmi elles, notre rapport des enfants à protéger, 70 propositions pour agir vite, a permis, je crois, de démultiplier la portée de notre plaidoyer en donnant une place forte au public accompagné. Ce rapport, qui a été promu par la Fondation Jean Jaurès, a surtout été élaboré en collaboration avec les associations SPIC et Repère 94. La participation des publics, nous en faisons la colonne vertébrale de notre nouveau projet associatif qui sera officialisé en mai en Assemblée générale et incarné, là encore, par les instances de représentation comme le réseau, les comités régionaux des usagers. Alors, pour revenir à notre rapport, l'une des propositions phares que nous faisons, c'est bien sûr de mettre en place des taux et normes d'encadrement dans le secteur de la protection de l'enfance. Je voyais que le Haut Commissariat au travail social en a encore rappelé la nécessité, pas plus tard que la semaine dernière, pour augmenter significativement la qualité de l'accompagnement, pour faire un appel d'air aussi au recrutement, à la formation des professionnels. Pour le GEPSO, l'État de droit ne doit pas avoir à choisir parmi ses missions régaliennes. La protection de l'enfance est tout aussi essentielle pour nous à l'avenir du pays que l'hôpital ou encore la défense. Et les enfants confiés sont nos enfants. Il relève de notre responsabilité collective à tous de les accompagner dans le respect de leurs droits fondamentaux. L'État, les départements doivent pouvoir agir de concert au service de l'enfant et de son cadre familial. La protection de l'enfance, c'est aussi l'affaire de l'État, même dans un cadre décentralisé. Et son rôle à l'État est d'accompagner la mise en œuvre de la loi sur les territoires. C'est, je crois, un enjeu d'harmonisation, d'équité pour tous les enfants sur tous les territoires. Et pour donner une boussole à la transformation du secteur, répondre à l'enjeu du financement, l'État doit aussi investir davantage dans la recherche. Et à ce titre, le GEPSO est en train de monter un projet de recherche sur les coûts évités. Alors les coûts évités que représente l'accompagnement des enfants tout de suite dans de bonnes conditions plutôt que de gérer de véritables bombes à retardement social dans le futur. Mettre aussi les moyens sur les enfants dès leur plus jeune âge, c'est leur donner la chance de prévenir les séquelles des maltraitances infantiles qu'ils ont pu subir. Alors la généralisation du programme Pégase, dont nous portons les ambitions avec l'association Saint-Exupéry, va bien évidemment dans ce sens également. Le sujet du financement est devenu central. Le fait est que les budgets consacrés à la protection de l'enfance augmentent
à peu près 10% par an d'un côté, et de l'autre, les départements voient leurs recettes stagner ou même diminuer, si bien que le problème de cette politique publique est qu'elle est trop dépendante aujourd'hui de la conjoncture qui impacte les finances départementales. Pour toutes ces raisons, il est indispensable de clarifier le rôle, la place de l'État. Des raisons de financement, des raisons de gouvernance et des raisons de transformation. Les financements, j'en ai parlé. Sur la gouvernance, il est nécessaire, je le crois, de renforcer l'articulation entre les services de l'État et les départements sur les territoires pour décloisonner les acteurs qui interviennent auprès des enfants. Alors, par exemple, en généralisant les comités départementaux à la protection de l'enfance ou encore en valorisant les outils de coopération territoriale. La charte de coopération interassociative que le GEPSO a signée en début d'année avec l'ANMEX, la IRE, le CNAEMO, d'autres têtes de réseau dans le secteur se donne justement pour ambition de renforcer ces coopérations de terrain entre les dispositifs, entre les professionnels eux-mêmes. La transformation ensuite, il est temps, nous le croyons au GEPSO, de changer de paradigme en faisant du placement l'exception, ça on est tous d'accord là-dessus, et en valorisant les innovations à travers des dispositifs gradués, adaptés, évalués surtout pour intervenir au plus proche des besoins de chaque enfant. Il est aussi temps d'investir dans les politiques de prévention, d'éducation, de santé, de soutien aux familles, de logement, de justice, de lutte contre la pauvreté, en les concevant non pas en silo, mais en articulation avec la protection de l'enfance. Alors on le voit bien, loin d'opposer les politiques nationales et départementales, les décideurs et les opérateurs, c'est bien au contraire de fédérer dont il est question aujourd'hui, pour dresser des constats lucides, mais aussi construire des solutions efficaces et pérennes pour le secteur. Le rapport de la commission d'enquête est très attendu pour les constats qu'il dressera, mais surtout pour les ambitions qu'il décidera pour l'avenir de la protection de l'enfance. Ce colloque au Sénat donne une vraie visibilité à la protection de l'enfance. C'est aussi, je le crois, une vraie reconnaissance pour le GEPSO. Je remercie au passage l'équipe salariée de l'association et tout particulièrement sa déléguée nationale, Jeanne Corneille. Et un dernier mot pour Jeanne. Chère Jeanne, je tiens à te féliciter pour ton engagement au service des missions de l'association. Ce colloque serait une consécration si les enjeux n'étaient pas aussi graves. C'est en tout cas, je le crois, une forme d'aboutissement pour porter jusque dans l'antre du législateur, ici au Sénat, la cause des enfants protégés, qui, je le sais, et à d'autres au GEPSO, te tient particulièrement à cœur. Je vous remercie pour l'équipe du GEPSO, pour les valeurs du service public que vous véhiculez auprès des adhérents à travers les commissions et groupes de travail dont vous faites partie. Merci à vous toutes et tous. Merci aux marraines de l'événement, mesdames les sénatrices Canales et Rossignol, et bon colloque à tous. Bonjour, je me permets de dire un mot. Je suis très heureuse de vous accueillir. Donc Marion Canales, sénatrice du Puy-de-Dôme. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je vais faire un très bref propos introductif. Dans quel contexte nous trouvons-nous ? Nous nous trouvons à la veille du rendu public des conclusions de la commission d'enquête qui s'est vue naître suite notamment au décès d'une jeune fille, Lily, dans mon département, dans le Puy-de-Dôme, et qui a permis entre autres, de déclencher cette commission d'enquête qui, de toute façon, était attendue et latente depuis plusieurs années. Nous sommes également à la veille donc, de cette remise de rapport et au jour même des déclarations de la ministre Vautrin sur l'enjeu de la protection de l'enfance. Et j'ai effectivement bien lu ce qui a pu être annoncé. Pour le moment, pas de chiffrage. Et pour le moment, ça reste quand même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, le chiffrage budgétaire, ça reste quand même un enjeu, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, un enjeu essentiel. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il manque un professionnel sur 10 dans la protection de l'enfance. Et l'enjeu majeur, c'est celui de se dire que l'État doit aussi faire appliquer les lois que les parlementaires votent. J'ai pour habitude de dire, et je le redis devant vous, mais c'est sans doute des choses que vous avez déjà entendues, la France n'est pas assez riche de ses enfants pour en négliger un seul. Cela étant, lorsqu'il y a des réformes de code de justice pénale des mineurs, nous venons
éprouvé une dernière récemment, mais à la dernière, il y a 2 ans, les décrets d'application ont été pris en quelques mois, 3 à 4 mois. Pour la loi d'Adrien Taquet, la dernière en date, ils sont parfois encore attendus, et notamment le non-placement à l'hôtel, mais encore le taux d'encadrement. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, les taux d'encadrement sont des décrets qui sont prêts et qui ne sont pas encore mis en œuvre. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. On est dans un contexte aussi où le sujet, par vos actions de plaidoyer à toutes et tous, les différentes associations, le sujet est enfin beaucoup plus visible, lisible, et ça on peut que s'en réjouir, entre guillemets, parce qu'il y a une véritable prise de conscience et le chemin sera encore long pour avoir des grandes annonces collectives. Je prends souvent l'action féministe comme parallèle. Aujourd'hui, les femmes, les violences faites aux femmes dans notre hémicycle sont partagées dans tous les groupes. Les objectifs sont souvent, y compris lors des débats budgétaires, en tout cas soutenus. On entend encore peu de plaidoyer dans nos institutions en faveur des enfants, en tout cas avec Madame Rossignol qui va arriver, elle s'excuse de son retard. Nous faisons partie de celles et ceux qui se battent pour faire entendre la voix de ces enfants qui ne sont pas entendus, faire entendre les actions de vos associations, de tout ce travail que vous accomplissez et essayer de faire, bon an mal an, avancer les choses. Les plans pouponnières, en tout cas budgéter aussi les plans pouponnières, et puis particulièrement la pluriannualité nécessaire pour les actions qui sont menées, parce que je crois que les annonces qui ne sont pas suivies d'effets financiers ne procurent que des sentiments de frustration. Et puis bien sûr, il y a les enfants, vous l'avez dit, il y a les travailleurs sociaux et tous les personnels qui les accompagnent, qui ont besoin de lisibilité, d'être soutenus dans la formation qu'ils suivent, dans la formation tout au long de la vie, dans les missions qui leur sont confiées. Et donc, tout ceci sera abordé, j'imagine, au cours de ce colloque, que je vous remercie d'avoir souhaité organiser, d'avoir fait confiance au Sénat pour pouvoir vous accompagner dans l'organisation. Et puis, je vous remercie de tous les travaux qui seront les nôtres et comptez sur nous pour continuer de soutenir coûte que coûte les propositions qui sont formulées, les actions, les dispositifs. J'ai noté, en moins de 2 ans, plus de 12 rapports se sont succédés, 1800 pages, 400 recommandations, des cris d'alerte à tout niveau. J'espère que petit à petit, nous aurons autour de nous de plus en plus de parlementaires de tous les groupes politiques qui pourront soutenir et une création de la délégation aux droits de l'enfant au Sénat, ce qui n'est pas en soi une solution pour les enfants placés ni les travailleurs sociaux qui les accompagnent, mais une caisse de résonance supplémentaire aux actions de plaidoyer que vous menez. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. J'ai la chance aujourd'hui d'introduire la première table ronde de ce soir consacrée justement à la présentation de ce rapport des enfants à protéger, 70 propositions pour agir vite. Vous aurez la possibilité de le télécharger grâce au QR code autour de vous. Je voulais commencer par revenir en introduction sur ce qui fait les valeurs du GEPSO, qui, rappelons-le, regroupe plus de 800 établissements et services publics sociaux et médico-sociaux à l'échelle de l'ensemble de la France, et plus spécifiquement pour ce qui concerne la protection de l'enfance, 90 structures adhérentes, c'est-à-dire une très forte représentativité. En termes de valeurs déjà associatives, puisque le GEPSO est une association, ce sont avant tout, en tant qu'association d'établissements publics, les valeurs du service public que nous rappelons effectivement dans notre projet associatif 2025-2030 qui sera prochainement présenté, à savoir l'inconditionnalité, l'accueil de tous les publics, quelle que soit leur situation et leur origine. La valeur de la diversité des publics et des dispositifs d'accueil qui sont déployés sur les territoires. La valeur de l'égalité. Nous sommes attachés à l'égalité de traitement des personnes accueillies ainsi que des professionnels des établissements et services. La notion d'engagement qui est aussi très forte au GEPSO, c'est-à-dire que nous réunissons des militants du service public social et médico-social engagés pour la défense et la promotion des droits des personnes vulnérables et pour une offre de services publics qui soit adaptée
adaptée aux attentes et besoins de ces personnes. Et puis enfin, la valeur du partage. Nous organisons des rencontres, des réflexions, des actions qui impliquent les professionnels, les partenaires, les personnes accompagnées elles-mêmes pour partager expertise, expérience et savoir. Donc ce rapport, c'est aussi le résultat de toute cette dynamique associative. Alors effectivement, là nous sommes sur un document de proposition. Il faut savoir aussi que dans les activités de l'association, pour ceux qui la découvriraient, nous avons aussi tout au long de l'année des actions de formation et de colloques. Donc en 2023, nous avons organisé les assises nationales sur la mobilisation des ressources dans l'environnement de l'enfant, pour penser aussi l'évolution de l'offre à destination des enfants. Et en 2025, nous nous réunirons à Nancy sur la question de l'autodétermination. Donc nous accompagnons aussi les professionnels à un accueil toujours plus qualitatif des enfants. Et puis le président l'a évoqué, le partenariat aussi avec le programme Pégase, qui est très important pour le GEPSO en termes de projet, puisque c'est la question de la santé qui est fondamentale pour la qualité d'accompagnement. C'est dans ce contexte qui a été décrit de grosses difficultés, d'importantes contraintes qui se posent au secteur que le GEPSO, en particulier sa commission enfance, parcours protection de l'enfance, s'est saisi et a engagé un travail qui a été un travail d'1 an et demi de travaux, de réunions, de réflexions avec les associations d'anciens enfants, avec les professionnels sur le terrain, avec les personnes accompagnées sur le terrain, dans un esprit vraiment de responsabilité, en disant, nous, établissements publics, au regard de ce que nous observons chaque jour, il est aussi de notre devoir de porter ces propositions et de les partager et de les mettre au débat public. C'est dans cet esprit que ce rapport, donc publié en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, que je remercie vivement. Je remercie également Thomas Larieux, qui est salarié au niveau du GEPSO et qui a coordonné tout ce travail immense, qui a permis vraiment, on l'espère en tout cas, de contribuer au débat public et de continuer à le faire ce soir. Alors pour cette table ronde, nous avons la chance d'avoir à nos côtés deux co-autrices de ce rapport. Donc Emma Etienne, qui est présidente de l'association SPIC, et puis Christine Omam, qui est pilote de la commission parcours prévention protection de l'enfance au GEPSO et qui représente également le GEPSO au niveau du bureau du CNPE. Je les remercie vivement d'avoir accepté de apporter aussi quelques éléments clés, on va dire, du rapport. Rassurez-vous, on ne va pas décrire les 70 propositions, on va aller sur ce qui nous paraît essentiel. Et justement, la première question que j'avais envie de poser à Emma ce soir, c'était la question de ce qui fait vraiment consensus, en l'occurrence, et important, à savoir la question des besoins fondamentaux. On parle beaucoup des besoins fondamentaux, des besoins spécifiques. Emma, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est si important dans ce contexte? Oui. Désolée, je ne suis pas professionnelle du Sénat. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de me recevoir ici ce soir. C'est assez impressionnant, je dois dire. Je vais tâcher d'être à la hauteur du lieu et des attentes, je pense aussi autour de ce colloque. Sur la question des besoins fondamentaux et des besoins spécifiques, c'est vrai qu'en protection de l'enfance, les publics qui sont accueillis, c'est quand même des publics qui sont dans de grandes vulnérabilités, pour la plupart qui ont des traumas complexes, de par leur vécu quand même largement fait de violence. Et je pense que ce qui est important, c'est de prendre en compte le fait qu'il y ait des besoins spécifiques. Et les besoins spécifiques, c'est clairement de respecter le rythme propre de chaque enfant et de chaque jeune accueilli. De prendre en compte le fait que ce sont des individus avant d'être des dossiers. Ça peut paraître gros dit comme ça pour des personnes comme vous qui êtes engagées, mais je crois qu'il y a un vrai travail à faire là-dessus, parce qu'il y a encore trop d'enfants qui nous disent, nous chez SPIC par exemple, qu'ils ont l'impression d'être que des numéros parmi tant d'autres et qu'au final leur parole et leur individualité n'est jamais entendue. Donc je pense que ça fait partie des besoins spécifiques à prendre en compte de façon urgente. Et je voudrais parler aussi de la question des violences sexuelles.
parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont victimes tous les ans. La Civise l'a dit, il y a plus de 160 000 enfants victimes par année. Un enfant toutes les 3 minutes. Donc, durant tout le temps de ce colloque, je vous laisse compter, parce que moi je suis nulle en maths, mais je vous laisse compter le nombre d'enfants qui vont être victimes. Il est urgent d'agir et je pense que les enfants qui ont vécu des violences sexuelles ont aussi un besoin d'accompagnement particulier. Et je voudrais parler aussi de la question des jeunes majeurs, parce que je pense qu'on n'y pense pas assez. C'est pas parce qu'on a 18 ans qu'on sort de l'ASE et que ça y est, on sait tout faire. Ça marche pas comme ça. En vrai, en moyenne, les Français, ils partent à 27 ans maintenant de chez leurs parents. On est quand même loin des 18 ans. Il y a quand même à peu près, il y a 9 ans entre les deux périodes. Il y a 9 ans d'écart, quoi. Donc il y a des besoins spécifiques, et je pense que s'il est question beaucoup de moyens, on nous dit beaucoup qu'il n'y a pas les moyens financiers, il n'y a pas les moyens humains. En vrai, je vous donne juste l'exemple d'une petite asso comme SPIC. Nous, on a moins de 10 000 euros de budget annuel. Pourtant, on accompagne environ 60 jeunes par année et on les accompagne à la hauteur de leurs besoins en s'adaptant à chaque personne. Donc je pense qu'il n'est pas que question d'argent, il est aussi question d'humanité. Et il me semblait important de rappeler ça dans un lieu comme le Sénat. Je pense que s'il y a bien un endroit où on peut faire entendre le besoin d'humanité, encore plus aujourd'hui, c'est ici, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà, merci. Merci beaucoup, Emma. Et du point de vue du professionnel? Alors, du point de vue du professionnel, en fait, on a tous les éléments. Alors, on dit depuis le début du colloque, mais depuis longtemps, qu'on connaît maintenant les avancées en termes de connaissances sur les besoins fondamentaux au niveau scientifique. Et en fait, la traduction, la déclinaison opérationnelle dans les services, elle n'est pas encore à ce point-là. Quand on parle des taux énormes d'encadrement, de quoi parle-t-on? Pour répondre aux besoins fondamentaux des enfants, c'est quoi la réponse? C'est pas seulement avoir des personnes qui vont être auprès des enfants, c'est répondre à ces besoins, c'est-à-dire amener la construction du lien thérapeutique pour ces enfants. Il a bien été dit que c'est des enfants qui sont vulnérables. Il est bien évident que ce sont des enfants, des êtres humains qui sont dans un processus de développement, et pour certains qui vont commencer en fait leur développement au sein de nos structures, de nos institutions. Et donc avec cette vulnérabilité, des situations adverses qu'ils auront rencontrées. Donc il s'agit de pouvoir, dès le départ et dès le moment de leur arrivée, se donner les moyens de la construction d'un lien thérapeutique. Et le lien thérapeutique, il n'est pas seulement pour un enfant qui est en pouponnière de donner un biberon et de le reposer, puisque l'enfant va connaître a priori que ça pour les débuts de sa vie. Il va falloir pouvoir construire des moments de soins privilégiés qui vont lui permettre de se construire, de s'identifier. Et donc le taux et les normes d'encadrement, c'est ça. C'est à chaque âge de développement des enfants qui sont accueillis dans nos structures, comment on prend tous ces besoins qui sont amplifiés pour pouvoir répondre de manière adaptée à leurs besoins, de manière thérapeutique, parce qu'en fait, c'est le lien éducatif qui devient thérapeutique pour pouvoir aller sur les autres phases de développement et de construction de l'enfant à partir du lien thérapeutique. Comment on accompagne un enfant qui peut aller dans la scolarité, dans sa scolarité. Un enfant qui subit ce genre de situation n'est pas forcément en capacité de pouvoir suivre une scolarité normale. Il est contraint par son vécu, il est dans une forme d'indisponibilité psychique et il s'agit bien de créer les conditions pour pouvoir le ramener à un apaisement, à une sécurité, pour pouvoir construire ce lien thérapeutique et lui permettre d'aller vers de la culture, d'aller vers de l'école, d'aller vers une construction et de s'inscrire in fine dans la société. Et donc, taux et normes d'encadrement, c'est bien pour permettre d'avoir les professionnels qui sont formés à cela, qui ont la connaissance de cela, qui sachent identifier tous ces éléments des besoins des enfants et de pouvoir organiser une prise en charge qui soit personnalisée, individualisée, tout au long de leur parcours et à chaque stade de leur développement. Et de pouvoir discriminer un certain nombre de problématiques qu'ils peuvent avoir, puisqu'on n'accompagne pas un enfant qui a eu des violences sexuelles
de la même façon qu'un enfant qui a eu des violences intrafamiliales ou un enfant qui a vécu dans des transactions violentes. Ce n'est pas du tout la même clinique et donc il faut des gens qui soient formés spécifiquement, qui aient les connaissances et qui puissent, en pluridisciplinarité, parce qu'il faut du soin aussi, leur permettre de pouvoir identifier leurs besoins de soins qui vont s'ajouter à ce lien thérapeutique pour pouvoir avancer et finalement limiter les conséquences de leur vécu. Merci beaucoup. Alors justement, j'avais envie de vous poser une question, Emma, puisque là, c'est le point de vue du professionnel. On parle de taux et normes d'encadrement, on parle d'organisation, on parle de recrutement, de formation des professionnels. Qu'est-ce que ça vous évoque, tous ces termes aussi un peu techniques, parfois ? Enfin, c'est un peu parfois du jargon incompréhensible et je pense que, c'est pas. non, mais en vrai, c'est vrai que ça ramène sur la question du vocabulaire en protection de l'enfance. Il y a toujours le vocabulaire des professionnels, effectivement. Enfin, je sais pas, quand on arrive en foyer, on entend parler de CT, de toutes ces choses-là. Et en fait, on ne nous explique jamais ce que c'est. Et les jeunes qu'on accompagne aujourd'hui le disent beaucoup, c'est qu'ils ne comprennent absolument rien de ce dont il est question. Et du coup, ça rend étranger à sa propre histoire, ce qui est quand même un problème, parce qu'il est bien question de la vie des enfants et pas celle des professionnels. Il n'est pas question de prendre les enfants pour plus bêtes qu'ils ne sont, parce qu'un enfant est un être éminemment sérieux. Par contre, il est question juste j'ai perdu mon mot, d'expliquer les choses de façon transparente et ça n'est pas assez fait. Sur la question de la formation, c'est vrai que je pense que tous les enfants qui ont un jour été confrontés, tous les anciens enfants qui ont un jour été confrontés à un professionnel qui n'était pas formé à la hauteur de leurs besoins s'en souviennent encore aujourd'hui. Ça fait des dégâts énormes. Et je pense que ça, c'est pareil, c'est facilement... on peut vraiment faire des choses faciles, ne serait-ce que dans les instituts de formation en travail social. Aujourd'hui, ça dépend des instituts, mais la protection de l'enfance, ça représente en moyenne 1 semaine de formation pour les travailleurs sociaux, ce qui est quand même vraiment pas grand-chose quand on sait que la plupart d'entre eux vont se retrouver en protection de l'enfance. Donc peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus, mais je crois qu'il est question de ça dans le rapport. Voilà, donc peut-être si on devait retenir une chose, c'est que n'oublions pas qu'il est vraiment question de la vie des enfants en protection de l'enfance. Pour les professionnels, c'est vraiment un quotidien, un travail, une carrière. Les enfants, ils se souviendront de ces années-là, parce que c'est les années fondatrices de leur avenir. Donc peut-être que juste si on se mettait à hauteur d'enfant, on se grandirait peut-être un petit peu. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. Merci beaucoup. Je crois que c'est assez clair. Être à hauteur d'enfant et écouter, recueillir la parole de l'enfant pour mieux respecter ses droits. On parle dans ce rapport de l'enjeu de finalement mieux répondre à la mission première de la protection de l'enfance, et toute la question que l'on s'est posée dans ce groupe de travail, c'est comment mieux y répondre finalement. Alors on a commencé à l'aborder avec la question organisationnelle, la question de la formation. Il y a toute une réflexion aussi des propositions dans ce rapport sur la question des modalités d'accueil de l'enfant. On parle notamment beaucoup de s'appuyer sur l'environnement autour de l'enfant, ses ressources. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Christine, par rapport à ces perspectives aussi, cette ouverture qu'on a pour le secteur ? Alors en effet, la protection de l'enfance repose sur une diversité en fait, de modalités d'accompagnement, de prise en charge, qui devraient et qui doivent passer par les éléments de prévention qu'on voit de moins en moins, qui tentent à s'amenuire et qui iraient jusqu'à la prise en charge, le placement, qui, de nos points de vue, devrait être le dernier recours. Et donc, dans une forme de gradation et de prise en compte des besoins fondamentaux et des besoins de chacune des situations, il faudrait pouvoir avoir un panel de services, de types d'accompagnement pour pouvoir prendre en charge les enfants.
force est de constater qu'on peut évaluer tous ces dispositifs et qu'on tend même à en faire disparaître. Alors, juste la question du PEAD, alors que c'est opérant, mais on n'a pas encore pu évaluer la manière dont on prenait en charge ces enfants. Il s'agit donc de pouvoir avoir, dans tous les territoires, ce sont les propositions que nous avons, une proposition graduée de chaque dispositif qui puisse être en capacité de prendre en charge chacune des situations sur le territoire de manière individualisée et pas par défaut. On ne devrait plus prendre des enfants en placement alors qu'il y aurait une possibilité de pouvoir les accompagner dans un autre type de dispositif qui répondrait davantage aux besoins de la famille, de la situation et des besoins des enfants. Et de cette manière-là, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir organiser aussi un dispositif qui prépare les enfants à la sortie. Et donc de s'organiser dès les 16 ans, 18 ans, de pouvoir mettre en place les entretiens qui sont prévus par le législateur et de pouvoir accompagner de manière graduée aussi le jeune dans sa majorité et dans sa prise d'indépendance et d'autonomie. Donc la nécessité, en fait, de ce que nous proposons, c'est de pouvoir avoir à chaque moment de la situation, de chaque difficulté, un dispositif qui puisse y correspondre et accompagner les enfants et les familles jusqu'aux 21 ans, voire plus, des jeunes. Alors justement, vous, Emma, qui côtoyez au quotidien de nombreux enfants et jeunes dans cet enjeu des modalités d'accueil, d'accompagnement, de ce qu'on appelle aussi la diversification, parfois on met aussi le terme de désinstitutionnalisation. Qu'est-ce qu'ils en disent, les enfants, les jeunes, de ces perspectives? Est-ce que c'est ça qu'ils expriment, ou est-ce que ça, c'est encore les professionnels, les têtes de réseau qui jargonnent? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'un enfant de 5-6 ans ne va pas dire désinstitutionnalisation, parce que c'est déjà bien trop dur à dire pour nous. Mais ce qui est sûr, c'est que les enfants, ils sont en demande. Juste pour faire un très rapide point sur ce qu'on fait SPIC, c'est qu'on fait de l'accompagnement à hauteur d'enfants. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas les enfants qui s'adaptent à nous, c'est nous qui nous adaptons à eux. Et du coup, par exemple, je sais pas, on va avoir dès qu'on rencontre un enfant, on lui demande ce qu'il aime faire. Et généralement, ils nous disent, je sais pas, foot, permaculture, on a tous les trucs possibles. Et du coup, on va faire les premiers accompagnements autour de la passion, en fait, de l'enfant. Ce qui fait qu'on crée un lien de confiance. Et ensuite, l'idée, c'est de recueillir, c'est de libérer la parole et aussi libérer le lien. Et de permettre aux jeunes qui sont placés, parce qu'on n'accompagne pas que des enfants placés, mais de permettre aux enfants qui sont placés de pouvoir vivre aussi autre chose que ce qu'ils vivent dans le foyer. Et du coup, cette question de désinstitutionnalisation du recueil de la parole, ou pas que du recueil de la parole d'ailleurs, mais c'est très important, parce que je pense qu'on est trop à vouloir enfermer les enfants dans des cases déjà, et à vouloir les faire correspondre à ce que la société voudrait qu'ils soient, mais on oublie qu'encore une fois, que ce sont des enfants. Je pense que les enfants ne demandent que ça, en fait, d'avoir des moments privilégiés avec des adultes qui puissent être des adultes de référence, et que ce soit pas que du collectif tout le temps, et que ce soit pas que des injonctions, des injonctions qui leur soient faites. Donc les enfants sont vraiment en demande de tout ça. Je voudrais juste parler vite fait de la question du maintien du lien à tout prix. On entend ça tout le temps, il faut toujours travailler avec la famille et tout, mais je veux quand même dire, et le dire encore une fois dans un endroit hautement symbolique, toutes les familles ne sont pas faites pour être des familles, et toutes les familles ne sont pas fonctionnelles, et il y a des parents qui ne... On ne pourra pas faire qu'un jour ils fonctionneront bien. Je parle par exemple des parents qui violent leurs enfants ou autres. Donc le maintien du lien, oui, mais pas à tout prix. Je pense que c'est important de le rappeler dans le cadre d'un rapport comme celui qu'on a coécrit tous ensemble. Voilà. Merci infiniment à toutes les deux. Je vous propose qu'on passe à la séquence des questions avec la salle pour cette première table ronde. Alors, il y a des micros qui circulent. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Oui. Oui, ça va être plus simple.
Oui, je voulais savoir si dans les propositions, vous avez parlé des avocats d'enfants pour les enfants placés. Alors, pas forcément en ces termes-là. Ce qui nous importe, en tous les cas, c'est que les enfants soient représentés et que leurs paroles soient entendues et prises en compte clairement. Donc, à chaque fois que c'est possible de pouvoir s'adresser directement à l'enfant, que ça puisse être le cas, mais évidemment, dans des procédures qui le nécessitent, et là où les enfants seraient en meilleure posture représentés, évidemment que l'avocat est la meilleure des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à vous présenter aussi. Pierre Nave, j'aurais 2 points. Le premier, c'est comme ancien inspecteur général, les administrateurs ad hoc avant l'avocat, parce que le déficit d'administrateurs ad hoc est fondamental, il est très net, et il commande, dans un certain nombre de cas, l'absence d'avocat. Ça, c'est ma première remarque, mais je sais qu'il y a un long travail à fournir pour arriver à faire bouger sur ce point-là. Le deuxième, c'est que quand j'entends Madame parler d'accompagnement, de moments privilégiés par les adultes, moi j'entends, au nom de l'Union nationale des acteurs de parrainage de proximité, j'entends parrainage d'enfants de proximité, qui maintenant a tout le dispositif légal, décret, charte, la charte est récente, hein, c'est disponible, il ne reste plus qu'à faire réellement partout avec 3 avantages, 3 intérêts. L'intérêt pour les enfants, d'avoir des adultes qui pourront accompagner de façon inconditionnelle. Pour les parents qui peuvent, d'avoir aussi un tiers, un autre, parce qu'avec les travailleurs sociaux, un seul nombre de parents, ils disent ils font chier, on ne comprend pas, bon, il y a du conflit. Le troisième, c'est pour les services et pour les professionnels. Il y a un certain nombre de choses que les professionnels peuvent faire, et puis il y a des choses que les professionnels ont du mal à faire. C'est donc un renforcement. Et donc, si j'interviens là, c'est pour plaider la cause du développement du parrainage de proximité partout en France. D'ailleurs, on travaille avec le GEPSO à ce sujet. Pas d'autres demandes de prise de parole? Dans la salle en visio, je ne sais pas. Oui, madame? Ok. Cinderella Marchand, je suis vice-présidente dans les Côtes-d'Armor, déléguée à l'enfance-famille. Vous avez soulevé un point, alors je partage tout ce que vous avez pu dire, notamment sur la nécessité de développer l'offre diversifiée, ce qui est un temps long sur le temps politique, le temps de mise en œuvre, ça demande plusieurs années. Effectivement, ça demande aussi des moyens, mais ce n'est pas là-dessus que je vais aller. Je vais aller sur les PEAD notamment, et pour dénoncer aussi la complexité de tout le système législatif, puisqu'aujourd'hui c'est remis en question, on ne peut plus faire de PEAD. Nous, on venait de créer 50 places de PEAD qui étaient très attendues par les juges des enfants. Et donc aujourd'hui, on souhaite le transformer en AEMO-IH, donc AEMO intensif avec hébergement, c'est très compliqué, hein, c'est du jargonnage, mais ça veut dire accompagnement renforcé à domicile avec possibilité de repli dans le cadre d'un hébergement. Et alors, il faudrait repasser par un appel à projet, repasser par toute une démarche judiciaire compliquée et juridique compliquée. Et sauf qu'aujourd'hui, ces enfants-là sont accompagnés avec un dispositif qui fonctionne bien et ça pourrait remettre en cause tout ce qui a été mis en place. Ça vient aussi interpeller les associations, les fragiliser. Elles ne savent pas comment les choses vont se passer. Enfin, on est actuellement en négociation là-dessus, mais voilà, pour dire qu'il y a aussi besoin de faciliter sur le plan, et je m'adresse aux parlementaires, sur le plan législatif, quand il y a des décisions comme ça prises par la Cour de cassation pour faciliter l'accompagnement des enfants et que eux ne soient pas victimes de notre système qui est parfois un peu lourd dans sa mise en œuvre. Simplement pour aller dans votre sens et en rajouter une petite couche, de l'AEMO n'a jamais été du PEAD, quand bien même il est intensif. Donc, de ne pas avoir évalué l'opérationnalité ni la clinique que le PEAD pouvait prendre en charge, la manière d'intervenir et d'orienter et de dire que ça pourrait être de l'AEMO,
c'est un petit peu dommageable. On n'est pas du tout dans le même type d'intervention, on n'est pas du tout dans la même lignée d'intervention. Le PEAD, il part de l'hébergement, de l'internat, pour venir vers le domicile. L'AEMO, c'est de l'intervention à domicile, en milieu ouvert. Ce n'est pas la même chose. Bon, peut-être qu'on pourra quand même le préciser à un moment donné. Merci beaucoup. C'est tout l'enjeu de ce qu'on défend dans le rapport, à savoir le socle commun et l'accompagnement aussi du socle commun et plus largement des dispositions aussi législatives. Ultime question. Je vais pas avoir une question, juste une intervention, parce que c'était intéressant de soulever la question des administrateurs ad hoc. Je suis Guillaume Albert, je suis le directeur général du CEDEF. J'ai été président de la Fédération nationale des administrateurs ad hoc jusqu'en 2021. Mais en fait, c'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Madame Omam. En fait, le socle commun et le travail d'un administrateur ad hoc, il nécessite une formation, une professionnalisation. Josiane Bigot a fait un travail assez intéressant avec Thémis qu'elle a sorti sous le format d'un livret. Et je pense que si on ne part pas de ça, le problème c'est qu'on a une telle disparité des administrateurs ad hoc et en plus il en manque tellement, et si on ne les forme pas, on aura des difficultés. Par contre, c'est sûr que c'est une très bonne solution. Merci beaucoup pour cette contribution. Merci beaucoup à Emma et à Christine pour vos interventions. Vous pouvez les applaudir.